Il n'y a pas de questions pour les cours d'hier. Tout est bon. Alors, vous allez me répondre sur l'allaitement et médicaments antihypertenseurs, allaitement et insuline ADO et antidiabétiques oraux. Involontaire ou bien involontaire? Alors, c'est à vous. Concernant les... Oui, oui. Très bien. Pourquoi? Très bien. Oui, oui. Non, à éviter en même. D'accord, à éviter. Quand même, même la metformine, elle est à éviter. Si. Oui. Mais en général, si la femme désire d'allaiter, donc elle doit continuer son insuline. Toujours réduire la dose par la moitié et continuer son insuline. D'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, oui. Oui, elle va continuer son traitement en fonction du profil tensionnel. D'accord. Normalement, vous allez avoir, comme pour le diabète, vous allez avoir une chute donc de la tension artérielle. Ce retour sera progressif à la normale. C'est pour ça qu'on a un délai de 6 semaines pour parler d'HTA chronique. Donc, ça va prendre quand même un peu de temps. Dans cet intervalle, donc, on va conseiller à la femme de faire une prise quotidienne, voire bi-quotidienne d'une tension artérielle et adapter en fonction des chiffres tensionnels. D'accord, très bien. Parce que la cause de l'aggravation ou bien du problème au cours de l'HTA, c'est la grossesse. Lorsqu'on va supprimer la grossesse, on va avoir un retour progressif à la normale. C'est bon, on peut passer? Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la contraception. Donc c'est un peu vaste. On a un large spectre de méthodes contraceptives, d'accord, qu'on va détailler les unes après l'autre. On va commencer tout d'abord par définir le mot contraception. Pardon. Tout d'abord, quels sont les objectifs pédagogiques du cours, avant de passer à la définition. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre à travers ce cours? La première des choses, vous allez connaître les différentes méthodes contraceptives qui sont disponibles. D'accord. Deuxième des choses, vous allez pouvoir choisir, si on peut dire ça, la méthode appropriée pour chaque femme. Donc, c'est toujours le cas par cas. En cas de présence de pathologie, en cas de présence de contre-indication de telle ou telle méthode, qu'est-ce que je dois choisir en seconde ligne, d'accord? Il faut connaître également les effets secondaires et surtout les contre-indications de chaque méthode contraceptive. C'est très important. Sinon, vous allez faire des bêtises et vous allez avoir des conséquences par la suite. Parce que la caractéristique essentielle donc, de la contraception, il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait une innocuité, c'est-à-dire qu'elle soit sans danger, qu'elle ne va pas nuire. D'accord? Vous n'allez pas provoquer des problèmes de santé, par exemple, à cause de votre contraception. D'accord? On va revenir à la définition. Donc, la contraception, c'est l'ensemble des méthodes ou bien des procédés temporaires et réversibles qui sont utilisés pour éviter la survenue d'une grossesse qui est non désirée. D'accord? La femme, par exemple, elle vient d'accoucher, elle veut faire un espacement de naissance de 2, 3 ans, 4 ans. Elle vous demande donc de trouver la méthode appropriée pour éviter la survenue d'une grossesse au cours de cette période. Il faut que cette méthode soit réversible, c'est-à-dire dès l'arrêt de la méthode contraceptive, elle peut tomber enceinte à nouveau. La seule méthode qui est irréversible, c'est la technique chirurgicale ligature des trompes. D'accord? Elle est réservée à des cas particuliers. On va parler de ça vers la fin du cours. La deuxième des choses, pour évaluer l'efficacité d'une méthode contraceptive, on va utiliser ce qu'on appelle l'indice de Pearl. On va prendre un échantillon de 100 femmes, on va les mettre sous une méthode contraceptive X, par exemple pilule ou bien stérilée, on va observer le nombre de grossesses accidentelles survenues sur une période de 12 mois. C'est clair? Donc on va prendre échantillon de 100 femmes, par exemple on va les mettre sous pilule œstroprogestative sur une période d'une année ou bien 12 mois et on va observer le nombre de grossesses survenues malgré la méthode contraceptive. Donc selon vous, lorsque l'indice de Pearl est élevé, est-ce que cette méthode, elle est efficace ou non? C'est le contraire. Donc, vous avez des grossesses, plus la méthode, elle n'est pas efficace. C'est clair.
Donc l'indice de Pearl, c'est un indice utilisé pour apprécier l'efficacité. On a dit, la méthode contraceptive doit être efficace, votre femme doit être rassurée, elle doit être tranquille, d'accord? Innocuité, elle est sans danger, on ne va pas créer des problèmes, par exemple, provoquer la survenue d'une HTA, de diabète, un problème thromboembolique, etc., à cause de la contraception. La troisième des choses, elle doit être acceptée. C'est très important. Vous ne pouvez pas imposer donc, quelque chose à la femme, quelque chose qu'elle ne veut pas. Par exemple, il y a certaines femmes qui n'acceptent pas la présence d'un corps étranger dans leur utérus, qui est le stérilet. Elles refusent donc le stérilet. Vous allez essayer de la convaincre si vous trouvez que c'est la méthode la plus appropriée pour elle, mais vous ne pouvez pas l'imposer. D'accord ? Et la réversibilité, bien sûr, dès qu'elle décide donc d'enfanter à nouveau, cela sera possible dès l'arrêt de la contraception. C'est clair jusque-là? C'est simple. Donc, avant de passer à la composition, on va parler des différentes méthodes. Vous avez un large spectre de méthodes contraceptives. D'accord. La première des choses, il y a des contraceptifs qui sont hormonaux, des méthodes hormonales. Il y a des méthodes non hormonales. D'accord. Pour être clair, les méthodes hormonales, vous avez la contraception œstroprogestative, c'est-à-dire ce moyen contient à la fois des œstrogènes et de la progestérone. D'accord. Et vous avez la contraception progestative pure, c'est-à-dire elle contient que de la progestérone, pas d'œstrogène. Et vous avez les différentes formes. Cette contraception peut être sous forme orale, pilule. Il peut s'agir de patch ou bien d'anneau vaginal, comme il peut s'agir de stérilet hormonal, le DU, dispositif intra-utérin, qui va délivrer des hormones, qui est la progestérone, ou bien d'un implantant placé au niveau du bras. On va détailler toutes ces méthodes, d'accord? Mais pour avoir une idée claire, donc contraception hormonale, c'est l'ensemble des méthodes que je viens de citer, et vous avez les méthodes non hormonales, par exemple le stérilet en cuivre, il ne contient pas d'hormones, d'accord? Les méthodes naturelles, c'est la méthode de la courbe de température, la méthode de Billing, d'Oginoknos qu'on va détailler vers la fin, d'accord? C'est clair? La première des choses, on va commencer par la contraception œstroprogestative. Donc, elle associe un œstrogène et un progestatif. En général, pour la composition des pilules, je ne vais pas vous encombrer par ça, parce que la pilule, c'est quoi? C'est une combinaison. Cette contraception, c'est une combinaison entre un œstrogène. En général, dans tous les cas, c'est le ténylœstradiol. C'est le même oestrogène, d'accord? Mais l'industrie pharmaceutique, elle est en train de jouer sur la composition en progestatif. Il y a plusieurs types de progestatifs. Vous avez première génération, deuxième, troisième, quatrième génération. Pourquoi? Pour améliorer la tolérance, d'accord? Pour avoir moins d'effets secondaires. Parce que chaque femme va répondre différemment par rapport à l'autre. D'accord? C'est pas la même chose. Par exemple, je vais prendre une de vous et je vais deux étudiantes, je vais les mettre les deux sous la même méthode contraceptive. L'une va bien la tolérer, par contre, l'autre va présenter des effets secondaires, par exemple. Donc, l'industrie pharmaceutique, elle va jouer sur la composition de ces pilules pour améliorer la tolérance. C'est tout. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est le progestatif X ou Y, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel pour moi, c'est connaître le dosage de ces pilules, d'accord? C'est-à-dire, au cours... pardon, je reviens en arrière. Pardon. C'est pas écrit sur la diapo. Donc, les progestatifs, vous avez plusieurs types. Ils sont déjà cités sur cette diapo. Mais pour ce qui est intéressant pour moi, c'est beaucoup plus le dosage en œstradiol, en éthényl-œstradiol. On parle de pilules normodosées et de pilules mini-dosées. Normodosées, elle contient 50 gamma d'éthényl-œstradiol. Les mini-dosées, vous avez plusieurs types. Il y a des pilules qui contiennent 15, 20, 30 et 35. D'accord? Donc, il y a des pilules qui ont un dosage plus élevé, mais ils sont appelés normodosés. En œstradiol, éthényl-œstradiol. Il y a d'autres qu'on appelle mini-dosés, contient 15, 20, 30 et 35. Pourquoi ce changement? Toujours, c'est améliorer la tolérance. Si, par exemple, vous mettez votre femme sous
30 gamma de tényl'estradiol et elle va présenter des effets secondaires qui vont vous orienter vers l'excès d'œstrogène. Donc je dois changer de pilule et passer vers la pilule qui est moins dosée en estradiol. C'est clair? C'est ça l'objectif. Donc, il faut connaître les dosages et observer la femme pendant 3 à 6 mois. Si elle présente, donc elle est bien tolérée, tant mieux. On va continuer avec la même pilule. S'il y a un problème, par exemple, elle vient vous ramener donc, la notion de maux de tête, de tension mammaire, c'est des signes qui vont vous orienter vers l'excès d'œstrogène. Donc je dois changer, je dois abaisser le taux d'œstrogène. Par exemple, elle était sous pilule à 30 gamma, je vais passer à la 20 gamma. C'est tout, c'est l'essentiel pour moi. Il faut retenir ça. D'accord? Le cas contraire, elle vient vous ramener des signes qui sont en rapport d'hypoœstrogénie. Par exemple, elle a des règles qui sont très abondantes, ou bien des spottings. Donc, c'est en faveur de l'hypoœstrogénie, je dois passer vers une pilule qui est plus dosée. C'est très simple. Donc, je vais jouer sur le dosage afin d'obtenir donc l'idéal pour cette femme. C'est clair pour la composition. Vous trouvez également monophasique, biphasique, triphasique. C'est quoi? Toujours, on va jouer sur le dosage des œstrogènes. Dans certaines pilules, lorsque la pilule elle est monophasique, vous allez trouver le même dosage. Tous les comprimés contiennent le même dosage en oestrogène et en progestatif. D'accord, c'est le même dosage. Lorsqu'on dit une pilule est biphasique, vous allez au cours, par exemple, la pilule elle contient 21 comprimés. Par exemple, au cours des 10 premiers comprimés, vous allez trouver un dosage de tényl'estradiol. La deuxième phase, vous allez avoir une ascension. D'accord? Toujours, on a dit que l'industrie pharmaceutique, elle joue sur ces dosages pour améliorer la tolérance. C'est ça, biphasique et triphasique, c'est ça la signification. Vous allez changer, par exemple, les 7 premiers comprimés contiennent 30 gamma. Ensuite, les 7 qui vont faire suite, vous allez avoir 40, puis vous allez avoir la régression. Tout cela, c'est une composition, ça ne vous intéresse pas beaucoup. L'essentiel pour nous, d'accord, c'est de savoir choisir la pilule qui est idéale, d'accord, qui a le moins d'effets secondaires. Je reviens sur l'œstroprogestatif, pardon. Donc, la contraception œstroprogestative, elle contient, donc, elle va englober 3 formes. Vous avez la pilule dont on a parlé, vous avez la pilule, vous avez les patchs et l'anneau vaginal. On va les détailler tous. Donc, premièrement, on va faire un petit rappel physiologique pour comprendre le mécanisme d'action des pilules. Donc, vous avez les 3 intervenants qui sont l'axe hypothalamo-hypophysaire, vous avez l'ovaire et l'utérus. D'accord, c'est les 3 intervenants. L'axe, ovaire, utérus. Donc, sous l'action des hormones hypophysaires, FSH notamment, au cours de la première phase du cycle, essayez de suivre s'il vous plaît, au cours de la première phase du cycle, vous avez la sécrétion de FSH. Elle va provoquer la croissance folliculaire, c'est ça, le développement folliculaire. Follicule primaire, secondaire, tertiaire, jusqu'au follicule mûr. Au fur et à mesure de cette croissance, donc ce follicule va sécréter de l'œstradiol, d'accord? Il va sécréter de l'œstradiol qui va agir au niveau de l'utérus. Il va favoriser la croissance de la muqueuse endométriale. D'accord? Arrivant à maturité, ce follicule mûr, arrivant à maturité, il va sécréter un taux élevé d'œstradiol. Ce taux élevé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un rétrocontrôle positif sur l'axe pour provoquer la décharge de la LH, responsable de l'ovulation. Très bien. Après l'ovulation, vous allez avoir la libération de l'ovocyte, fécondation ou non, peu importe, cet ovocyte peut être fécondé ou non. Les cellules résiduelles vont former ce qu'on appelle le corps jaune. Le corps jaune va être responsable de l'hormone de la deuxième phase qui est la progestérone. Très bien. Cette fois-ci, cette progestérone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exercer un rétrocontrôle, cette fois-ci négatif, pour inhiber la sécrétion de FSH. On n'a plus besoin de sécréter de l'FSH. Il n'y a plus de développement folliculaire. C'est bon. D'accord? C'est clair. J'ai oublié de vous dire quelque chose. L'œstradiol va agir également au niveau du col pour la sécrétion de la glaire cervicale. D'accord, c'est très important. La sécrétion de la glaire cervicale, elle est optimale en période ovulatoire pour permettre l'ascension des spermatozoïdes, contrairement à la deuxième phase où elle devient peu abondante, coagulée, impropre donc au passage des spermatozoïdes. C'est clair. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on va administrer de fortes doses d'œstroprogestatif, on va exercer un rétrocontrôle négatif. Donc on va bloquer l'axe. D'accord? C'est le mécanisme d'action essentiel des pilules œstroprogestatives. Lorsqu'on bloque l'axe, donc pas de développement folliculaire, pas d'ovulation, pas de fécondation, pas de grossesse. C'est une méthode sûre à 100%.
lorsque la prise, elle est donc faite de façon correcte. D'accord? Donc le mécanisme essentiel d'action des pilules œstroprogestatives, c'est le blocage de l'ovulation. Donc ces hormones vont exercer un rétrocontrôle négatif. C'est très simple. Donc, il y aura également, en plus de ce blocage de l'ovulation, une modification de l'endomètre qui va devenir impropre à l'anidation et une modification de la glaire cervicale pour empêcher les spermatozoïdes de franchir le col utérin. D'accord? Mais le mécanisme essentiel, c'est le blocage de l'ovulation. C'est simple? C'est très bien. Pour les contre-indications, c'est très important. Donc, j'ai dit au début du cours que vous devez connaître les effets secondaires et les contre-indications de chaque méthode contraceptive pour ne pas nuire, d'accord? Pour ne pas faire des problèmes. La première des choses, donc, éviter les pilules œstroprogestatives en cas de troubles métaboliques, c'est-à-dire diabète, dyslipidémie, d'accord? Pourquoi? Pourquoi le diabète? Pourquoi cette hyperglycémie? Qui peut m'expliquer? En général, donc les effets secondaires et les contre-indications des œstroprogestatifs sont dus aux œstrogènes. D'accord? C'est les œstrogènes qui ont plus d'effets donc indésirables, on peut dire ça. Donc au cours du diabète, vous avez quoi? Au cours du diabète, vous allez avoir les œstrogènes vont provoquer une baisse de la glycogénolyse. Donc le pancréas va travailler davantage. Donc il y aura un hyperinsulinisme. Or, votre pancréas, il est défaillant. Il ne pourra pas assurer ce besoin. Il va s'épuiser davantage. Donc il faut éviter de donner ce type de contraception. Si vous avez déjà une femme qui est prédisposée, comme pour le diabète, lorsque vous donnez cette hormone, vous allez provoquer un diabète. C'est comme la grossesse. On a dit hier que la grossesse, c'est le phénomène qui va déclencher le diabète chez des femmes qui sont à risque. C'est la même chose pour les œstroprogestatifs. D'accord? Si vous trouvez, par exemple, une femme qui a fait un diabète gestationnel, antécédent de macrosomie fœtale, etc., évitez de prescrire les œstroprogestatifs. Vous allez déclencher le diabète. Hyperinsulinisme, il va provoquer un hyperinsulinisme, alors que le pancréas, il est déjà défaillant. D'accord? Les affections cardiovasculaires, l'HTA, l'œstrogène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner l'activation du système rénine, angiotensine, aldostérone, qui va favoriser la vasoconstriction, qui va aggraver l'HTA. La même chose à éviter. Les cardiopathies, contre-indications. D'accord? Les œstrogènes sont contre-indiqués en cas de cardiopathie. Les affections hépatiques et rénales, l'insuffisance rénale, d'accord? Évitez les œstrogènes, les problèmes hépatiques également, parce que vous allez avoir le passage hépatique du médicament. Les cancers hormonodépendants, c'est clair, et les antécédents thromboemboliques, artériels ou bien veineux, parce que les œstrogènes sont thrombogènes, ils vont entraîner l'augmentation des facteurs de la coagulation. Donc vous avez remarqué, et l'allergie bien sûr, que tous ces effets, toutes ces contre-indications sont relatives surtout à l'œstrogène. C'est clair? Donc il faut bien interroger la malade, il faut bien définir le terrain avant de donner une méthode contraceptive. Ça paraît simple, mais si vous faites une erreur, la femme peut payer par un accident thromboembolique. D'accord? C'est clair? On passe. Pardon. Donc on a parlé de ça pour la prise des pilules. Donc on a déjà parlé de ça, la composition. Normalement, la pilule œstroprogestative, elle contient la plaquette, elle contient 20-21 comprimés actifs, de produits actifs, de principes actifs. Des fois, vous pouvez trouver des plaquettes avec 28 comprimés. Pourquoi? L'industrie toujours pharmaceutique a rajouté les 7 comprimés qui contiennent des compléments alimentaires pour éviter l'oubli. Le problème essentiel avec la pilule, c'est l'oubli. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer la prise à partir du premier jour des règles, au plus tard le 5e jour. D'accord? On va commencer le premier comprimé. On va demander à la femme de prendre son comprimé à la même heure. À heure fixe, d'accord? Parce que l'oubli, si elle l'oublie plus de 12 heures, plus pour les œstroprogestatifs, elle risque la grossesse. Parce que le frein, l'œstroprogestatif, c'est quoi? C'est un frein qui est sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Si elle ne prend pas son comprimé à temps, vous avez le risque de
d'échappement. D'accord? Donc le premier comprimé a débuté le premier jour des règles à heure fixe pendant 21 jours. Puis elle va arrêter pendant 7 jours. Au cours de ces 7 jours, il y aura une hémorragie qu'on appelle hémorragie de privation. Elle aura ces règles, c'est une hémorragie qui est artificielle. Elle est due à la chute hormonale. D'accord? Au cours de ces 7 jours, elle va faire un repos de 7 jours et elle va reprendre la seconde plaquette après 7 jours, sans tenir compte du moment de survenue des règles. C'est clair? C'est clair ou non? Non. Elle a pris sa pilule, 21 comprimés. Elle a terminé sa plaquette. D'accord? Elle a terminé sa plaquette. Elle va prendre un repos de 7 jours et elle va prendre à nouveau une deuxième plaquette. Au cours de ces 7 jours de repos, il y aura la survenue des règles. En fait, c'est une hémorragie de privation qui est due à la chute hormonale. Mais ça ne sera pas le repère pour reprendre la deuxième plaquette. Vous m'avez compris, ce n'est pas le repère. L'essentiel, entre première plaquette, deuxième plaquette, il y a un intervalle de 7 jours. Au cours de ces 7 jours, peut-être après 3-4 jours, elle aura ses règles. Ce n'est pas un problème pour moi. L'essentiel, entre les deux plaquettes, il faut qu'il y ait un intervalle de 7 jours pile. C'est clair? 21 comprimés. Pour la plaquette qui contient 28 comprimés, donc il y aura une prise en continu. Parce que les 7 comprimés, les 7 derniers comprimés, c'est des vitamines. D'accord? C'est juste fait pour diminuer l'oubli pour la femme. D'accord? Pour diminuer les incidents de l'oubli. Femme se livre là. Sœur, c'est très important. D'accord? Il faut savoir expliquer à la femme comment prendre sa contraception. Pourquoi? Parce que s'il y aura un décalage, par exemple, si elle ne prend pas la deuxième plaquette après 7 jours, la levée du freinage de l'axe, vous allez avoir le début du développement folliculaire. Plus vous faites du retard, plus vous avez le risque de début de développement folliculaire et de grossesse. L'intervalle, en cas d'oubli, l'intervalle, il est de 12 heures. S'il est respecté, par exemple, elle a oublié, elle prenait sa pilule à 20 heures du soir, vous lui conseillez généralement le réveil, d'accord, l'alarme, pour lui rappeler le comprimé de la pilule. Si par exemple, elle devrait prendre son comprimé à 20 heures du soir, elle l'a oublié et elle s'est rendue compte à minuit, d'accord? Donc il y a 4 heures de décalage. Il n'y a pas de problème, elle va prendre son comprimé et continuer le lendemain, elle va revenir à 20 heures, elle va prendre son comprimé à même heure. Si par contre, l'oubli, il dépasse les 12 heures, plus de 12 heures d'oubli, par exemple, elle devait prendre son comprimé à 20 heures, elle s'est rendue compte le lendemain, par exemple, à 16 heures. Donc, plus de 12 heures, il y a un risque. On va lui conseiller de prendre le comprimé dès qu'elle se rend compte de son oubli, continuer donc le deuxième comprimé à la même heure et prendre des précautions pendant 7 jours. Préservatif, par exemple, ou bien retrait, etc. Il faut qu'elle prenne ses précautions durant 7 jours parce qu'il y a un risque de grossesse. Ce risque est d'autant plus important si l'oubli s'effectue au cours de la première partie du cycle, les premiers comprimés. Pourquoi? Par rapport au dernier comprimé. Par exemple, elle l'oublie sur le 4e ou bien le 5e comprimé. Par rapport au 19e comprimé. Parce que déjà, vous avez la période de 7 jours. Elle a déjà arrêté 7 jours. Plus l'oubli, donc, un risque, il est plus élevé. Par contre, elle a pris 19 comprimés. Normalement, on est tranquille. D'accord? Par rapport au dernier comprimé. Si elle est au 19e comprimé, on peut même lui conseiller de jeter ce qui reste. Par exemple, il reste 2 comprimés. Il n'y a pas de souci. Jeter la plaquette et faire un intervalle de 7 jours et commencer une nouvelle plaquette. Par contre, si l'oubli s'effectue au cours de la première phase, il y a un risque de grossesse. Il est plus important par rapport à la fin de la plaquette. C'est simple. C'est clair? Sûr? N'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour vous. Donc, pour les effets secondaires, c'est la même chose. Donc, on peut avoir l'HTA, des perturbations glucidiques, lipidiques, l'hémostase, la prise de poids. Pourquoi la prise de poids sous œstroprogestatif? Pourquoi? On a dit qu'il y aura une activation du système rénine-angiotensine, rétention hydrosodée. On peut avoir, mais en général, elle est modérée. 1-2 kg, c'est tout. D'accord? Vous pouvez avoir une tension mammaire ou bien des troubles digestifs. Là, c'est le dosage qui est élevé en œstrogène. On doit baisser l'œstrogène. J'ai déjà parlé de ça.
Donc la pilule, par exemple, elle est à 30 gamma. La femme vous rapporte la notion de tension, douleur mammaire. Donc baissez la dose d'œstrogène. Nausées, vomissements, c'est la même chose. Le contraire, si vous avez une aménorrhée ou bien des spottings, il faut augmenter la dose d'œstrogène. C'est le progestérone qui a exercé plus d'action par rapport à l'œstrogène. C'est clair? La surveillance, c'est très important. Donc, vous allez mettre votre femme sous pilule œstroprogestative, vous devez la surveiller. L'examen clinique, toujours, le poids, la prise de tension. L'examen gynécologique, il est indispensable. Donc, l'examen des seins, le col, d'accord, frottis cervico-vaginal. Le bilan biologique, on a dit qu'il y a risque de perturbation sur l'hémostase, d'accord, sur le bilan glucidique et lipidique. On va demander bilan glucidique et bilan lipidique. Normalement, l'idéal, c'est de demander un bilan avant de commencer, mais au plus tard, 3 à 6 mois, après la prise de la pilule œstroprogestative. Donc, vous allez convoquer votre femme après 3 mois de prise et vous allez voir, est-ce qu'elle est bien tolérée déjà cliniquement? Est-ce que la femme est à l'aise avec cette contraception? Ou bien il y a des effets secondaires qu'elle va vous signaler? D'accord? Et vous allez voir le retentissement, est-ce qu'il y a des perturbations biologiques? Si vous trouvez par exemple des chiffres glycémiques élevés ou bien chiffre tensionnel élevé, vous allez arrêter la pilule œstroprogestative. C'est clair? Oui ou non? Très bien. Oui? Oui? La même heure. Elle revient à l'ancienne heure. L'ancienne heure, par exemple, elle prenait son comprimé à 20 h, elle revient à 20 h. D'accord? C'est toujours, elle va garder l'heure fixe. Mais dès qu'elle se souvient de son oubli, elle prend le comprimé, il n'y a pas de souci. D'accord? Si elle oublie plus de comprimés également, le risque il est très élevé. Il faut associer une méthode contraceptive, d'accord? Voire contraception d'urgence. L'oubli de plus de 2 comprimés. Toujours, on est dans le cadre de la contraception œstroprogestative. Il faut bien suivre. Donc on va terminer avec l'oral, on a terminé la pilule. Maintenant c'est le patch. Ce patch lui-même, il contient œstroprogestatif, la même chose, c'est la même composition. Ce patch, c'est quoi? En fait, il va délivrer en continu des œstroprogestatifs qui vont passer dans la circulation sanguine en traversant la peau. D'accord? On peut le mettre au niveau de l'abdomen, les bras, les fesses, etc. Éviter les seins. D'accord? Le risque, les œstrogènes. Il ne faut pas mettre le patch sur les seins. D'accord? Et on va utiliser un patch par semaine. Donc, chaque semaine, elle va mettre un patch. 3 semaines, ça correspond à 21 jours. C'est l'équivalent des 21 comprimés de la pilule. D'accord? C'est toujours pour améliorer la tolérance ou éviter les problèmes de l'oubli. D'accord? Elle va mettre son patch et on est tranquille. Donc, elle va mettre 3 patchs pendant 3 semaines et les règles vont survenir donc pendant la semaine qui est sans patch. C'est simple, c'est le même principe. Cette fois-ci, juste, on a changé. Elle ne va pas prendre une pilule par voie orale, mais ça sera un patch adhésif au niveau de la peau et qui va libérer la même dose d'hormones. C'est bon? C'est simple. L'anneau vaginal, vous avez l'image, vaginal ring, d'accord? Donc c'est quoi? Comme son nom l'indique, il est formé de matière synthétique qui va délivrer en continu la même chose, les hormones qui sont les œstroprogestatifs qui vont passer dans la circulation sanguine à travers la paroi vaginale. Donc il sera inséré au fond du vagin pendant 3 semaines cette fois-ci. Il va rester en place 3 semaines et on va l'enlever après 3 semaines pour avoir l'hémorragie de privation. Le même principe, d'accord? C'est le même principe. On a terminé avec les méthodes œstroprogestatives. D'accord? Maintenant, donc, on va tourner la page. Passons maintenant à la pilule progestative, contenant juste la progestérone. Donc, le mécanisme d'action essentiel, c'est la modification de l'endomètre. La progestérone va entraîner une atrophie de l'endomètre qui devient impropre à la nidation. Normalement, il faut que l'endomètre soit bien préparé. Il doit être bien pour recevoir la grossesse. Or, ces hormones progestatives vont entraîner une atrophie. Ils vont agir également au niveau de la glaire cervicale. Modification de la glaire cervicale qui va empêcher donc les spermatozoïdes de franchir le col utérin. Pour le blocage de l'ovulation, il est inconstant. C'est-à-dire, lorsque vous avez, vous avez des microprogestatifs, macroprogestatifs, donc en fonction du dosage. Lorsque vous avez un fort dosage en progestatif, vous pouvez avoir un blocage de l'axe.
Lorsque vous avez de faibles doses, donc le blocage il est inconstant. Il n'est pas sûr à 100%. Donc l'efficacité des œstroprogestatifs, c'est clair qu'elle est nettement meilleure par rapport aux progestatifs. Mais il y a des situations où on est amené donc à utiliser ce type de contraception. D'accord? Donc, vous avez la prise, le mode d'utilisation, cette fois-ci, la plaquette, toutes les plaquettes contiennent 28 comprimés. D'accord? Parce que c'est des faibles doses d'hormones. C'est pas comme les œstroprogestatifs. Prendre le premier comprimé toujours au premier jour des règles, sans interruption, d'accord? Le décalage, ça dépend du type de progestatif. Vous avez les microprogestatifs type Microval. Vous entendez parler de Microval? Non? Les pilules, vous connaissez pas? Vous avez la Microval et la Cerazette. En général, ils sont utilisés surtout dans la période du postpartum. Je vous ai dit hier qu'au cours des 3 premiers mois du postpartum, il y a un risque thrombogène, les perturbations de la grossesse. Donc, évitez les oestrogènes. D'accord. En plus, les œstroprogestatifs entraînent une diminution de la quantité du lait maternel. Donc, on va choisir, on va tourner vers les microprogestatifs. On a 2 types. Microprogestatif Microval, donc, elle est, si on peut dire ça, elle est faiblement dosée par rapport à la Cerazette. Donc, l'intervalle d'oubli, il est juste de 3 heures, l'intervalle de sécurité. D'accord? Pour la Microval, c'est 3 heures. Pour la Cerazette, l'efficacité, elle est équivalente à celle des œstroprogestatifs. Elle permet le blocage de l'ovulation. Donc, l'intervalle de sécurité, ça sera les 12 heures. Si la femme est sous Microval, vous avez un oubli moins de 3 heures, il n'y a pas de problème. Elle va prendre son comprimé et continuer la plaquette. Si l'oubli est plus de 3 heures, il faut associer une autre méthode contraceptive. C'est clair? C'est en rapport avec le dosage. La première pilule ne permet pas le blocage de l'axe, contrairement à la deuxième. Et vous allez, après ces micros, vous allez les macros. Vous entendez parler de l'orgamétril, nomégestrol, médicaments utilisés en période après l'âge de 40 ans pour les femmes qui ont des fibromes, des saignements de la période périménopausique, non? C'est des macroprogestatifs, oui? Oui. Oui? Oui? Tu ne vas pas associer macro, préservatif, d'accord? Préservatif ou bien éviter les rapports ou bien le retrait, une méthode naturelle, d'accord? Spermicide, etc. On va parler de ça vers la fin du cours. Pour les macroprogestatifs, c'est comme leur nom l'indique, ils sont très fortement dosés en progestérone, d'accord? L'indication thérapeutique, on les utilise chez les femmes qui ont des ménorrhagies, des troubles de la périménopause. Au cours de la périménopause, vous avez une hyperostrogénie. On va essayer de compenser cette hyperostrogénie par les macroprogestatifs, d'accord? On peut les utiliser comme contraceptifs, or ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, mais ils sont efficaces. Cette fois-ci, ils seront utilisés du 5e au 25e jour des règles, d'accord? On peut les utiliser, ils permettent également un blocage de l'ovulation. Le blocage de l'ovulation, il est dose dépendant. Il faut retenir ça. Plus la dose elle est élevée, plus vous allez avoir un freinage de l'axe. C'est clair? Donc, les principales indications, comme je l'ai déjà dit, c'est la période du postpartum, l'allaitement, ou bien si vous avez des contre-indications aux œstrogènes. Les femmes hypertendues, diabétiques, peuvent prendre, donc au lieu de prendre un œstroprogestatif, elles vont prendre des microprogestatifs. Parce que les effets secondaires sont dus aux œstrogènes. Les contre-indications sont dues aux œstrogènes. Pardon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, pour les contre-indications, les pathologies hépatiques sévères, du fait du passage du médicament au niveau du foie, d'accord? Lorsque vous avez par exemple des thromboses qui sont évolutives, certains cancers où on évite toute méthode hormonale, il y a certaines cardiopathies également où il y a contre-indication à toute méthode hormonale, mais c'est des contre-indications qui sont restreintes. Les effets secondaires, le seul inconvénient, c'est l'effet secondaire qui va vraiment provoquer la gêne chez la femme, c'est la survenue d'anomalies du cycle ou bien du spotting, ce qu'on appelle spotting. C'est des saignements de faible abondance qui surviennent dans l'intervalle du cycle, ce n'est pas le saignement des règles. Après les règles, la femme vous rapporte la notion de saignement minime, gênant,
d'accord, qu'on appelle spotting. Ces spottings sont dus généralement à l'atrophie de l'endomètre. Donc, soit la femme ne va pas avoir de règles, c'est l'action de la progestérone, elle va entraîner une atrophie de l'endomètre, soit elle va avoir des petits saignements qu'on appelle les spottings. C'est clair? C'est le principal effet secondaire, c'est l'effet secondaire qui va causer le plus de gêne chez votre femme. On a terminé avec la pilule orale, progestative, c'est bon, c'est simple. Vous avez microprogestatif type microval, progestatif de 3e génération qui est la Cerazette, elle est plus efficace, et vous allez les macroprogestatifs, d'accord? Toujours c'est la voie orale. On va passer donc à notre moyen contraceptif qui est l'implantant sous-cutané. Donc il a la forme d'une allumette, d'accord? C'est quoi? C'est un bâtonnet cylindrique qui va délivrer en continu dans la circulation sanguine un progestatif. C'est comme pour le patch, comme pour l'anneau. C'est le même principe. D'accord? Le mécanisme d'action, c'est le même mécanisme d'action parce que c'est la même hormone. D'accord? Il faut apprendre intelligemment. C'est la même hormone, c'est la progestérone, donc il va agir de la même chose. Il va bloquer l'ovulation parce que c'est un dosage qui est élevé en progestatif. D'accord? Donc, on va le placer au niveau de la face interne du bras, entre biceps et triceps. C'est par là. Il est là. Hein? Il est là, votre implantant. D'accord? On va l'insérer sous anesthésie locale. On va faire une désinfection, une solution antiseptique. On va désinfecter. On va injecter une anesthésie locale et on va l'insérer sous la peau. D'accord? C'est clair. L'insertion se fait premier jour des règles, comme pour la pilule. D'accord? Et le retrait va se faire après 3 ans. D'accord? Donc la durée de vie, si on peut dire ça, donc il contient une charge hormonale qui va suffire pour 3 ans de temps. Après 3 ans, on va faire une petite incision, toujours sous anesthésie, on va le retirer. Et on va éviter le problème de l'oubli. Cependant, si la femme présente des spottings, troubles du cycle sous microprogestatif déjà, il faut penser qu'elle va faire la même chose à peu près avec l'implantant. Donc si elle tolère mal la Cerazette, évitez de lui placer l'implantant. Parce que déjà, il est cher, d'accord? Il coûte peut-être plus d'1 million, 1,2 million. Donc il faut être sûr qu'il s'agit de la méthode la plus appropriée avant de le placer. Mais c'est une méthode efficace, évitez l'oubli et on est tranquille pendant 3 ans. On passe au système intra-utérin. Toujours, c'est la contraception progestative. Cette fois-ci, le dispositif va être placé à l'intérieur de la cavité utérine et il va délivrer la même chose, les hormones. Appelé communément le Mirena, d'accord? C'est ce système intra-utérin libérant de la progestérone. C'est une structure plastique en forme de T. Vous allez avoir toujours la diminution de la quantité des règles. On peut même avoir une aménorrhée. C'est l'action atrophiante de la progestérone. Une bonne efficacité. Cette fois-ci, la durée d'action, elle est de 5 ans. D'accord? Il va rester en place 5 ans. Les principales contre-indications cette fois-ci, les malformations utérines. D'accord, lorsque vous avez, il faut, par exemple, un utérus qui est mal formé, dit delphes, cloisonné, donc on ne peut pas placer le stérilet à l'intérieur de la cavité. Vous pouvez entraîner une perforation. Vous avez le risque infectieux. Par exemple, les femmes qui ont sous immunosuppresseurs au long cours, c'est des femmes immunodéprimées. Donc vous allez avoir un risque infectieux. Évitez le stérilet. Les pathologies hépatiques, lorsque vous avez c'est en rapport avec la progestérone, certains cancers hormonodépendants ou toute méthode hormonale, elle est contre-indiquée à éviter. Et également le risque hémorragique. Normalement, non, c'est pas ça, c'est pour le DU en cuivre, pardon. Donc, malformation utérine, risque infectieux et surtout certains cancers hormonodépendants. C'est les principales contre-indications. Oui? Tu peux le mettre, il n'y a pas de souci. Normalement, on doit vérifier la cicatrice utérine.
après 6 mois du postpartum, faire une hystéro, d'accord, pour voir la qualité. On peut même faire, donc placer un stérilet sous hystéroscopie. L'hystéroscopie, c'est quoi? C'est une caméra qu'on va introduire par voie basse et on va guider notre pose de stérilet pour éviter la perforation. Parce que l'utérus cicatriciel, il y a une cicatrice de césarienne, c'est fragile. Donc si on met notre stérilet d'une façon qui est brutale, fausse, on risque de perforer. D'accord. Il faut qu'il y ait une bonne qualité de la cicatrice et vous pouvez le placer même avec des utérus multicicatriciels qui ont 2 césariennes, 3 césariennes. C'est clair, c'est bon? Donc, on a terminé avec les méthodes hormonales, c'est bon. On a parlé œstroprogestatif, contient pilule, patch anovaginal. Progestatif, c'est la pilule, le stérilet et l'implantant. C'est simple. On a terminé avec l'hormonal. La contraception mécanique non hormonale, vous avez un autre type de stérilet ou bien de dispositif intra-utérin. Cette fois-ci, il ne contient pas d'hormones. Cependant, il contient du cuivre. D'accord? Donc le cuivre, toujours en forme de T, recouvert par un fil de cuivre. Le mode d'action, c'est essentiellement une action toxique. C'est une toxicité directe sur les spermatozoïdes. Ils vont les empêcher de parvenir jusqu'aux trompes. D'accord? Ça va créer également une réaction inflammatoire qui va empêcher l'anidation. D'accord? Cependant, est-ce qu'il bloque l'ovulation ou non? Selon vous? Très bien. Il ne bloque pas l'ovulation parce qu'il n'y a pas d'hormones. Donc, vous allez avoir un fonctionnement ovarien qui est tout à fait normal. L'action, elle est locale au niveau de la cavité utérine. Réaction inflammatoire plus action toxique sur les spermatozoïdes. La durée d'action, l'efficacité, elle est bonne. C'est 5 ans, la durée de vie, elle est toujours à 5 ans. Cette fois-ci, vous pouvez avoir le contraire, c'est l'augmentation de la quantité ou bien du volume des règles, du fait de la réaction inflammatoire au niveau de la cavité. Vous pouvez avoir des règles qui sont abondantes. C'est pour ça, il faut l'éviter chez les femmes qui ont des maladies hémorragiques. Oui? Pardon? C'est-à-dire chronique. Oui, il y a des modifications qui sont dues au cuivre. Le cuivre va provoquer cette inflammation au niveau de... Non, ça sera des règles hémorragiques à chaque fois. D'accord? Ça se manifeste par des règles hémorragiques. C'est tout. Il y aura un saignement abondant vu l'inflammation. Les principales contre-indications, la même chose. Ce qui est commun avec le DU hormonal, c'est les malformations utérines parce que le stérilet doit épouser la forme de la cavité utérine. Si vous avez un utérus déformé, impossible de placer le stérilet à l'intérieur. Le risque infectieux toujours. Donc, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Il faut toujours faire un examen, faire un frottis cervico-vaginal, donc examiner le col. Traiter les infections avant de placer le stérilet. C'est un corps étranger. Si vous avez une infection génitale basse, elle risque de se propager en haut. D'accord? Donc, il faut que votre col soit propre. Vous faites un frottis cervico-vaginal. Il n'y a pas de pathologie donc précancéreuse, par exemple, ou bien cancéreuse du col. Et après, vous placez votre stérilet le 2e jour des règles. D'accord? Pourquoi on va placer au cours du début du cycle? Parce que le col va être ouvert. D'accord? La pose va être moins douloureuse. Au cours de la période menstruelle, vous allez avoir l'ouverture du col et vous allez placer votre stérilet. En général, le geste ne nécessite pas d'anesthésie. Il peut être placé en cabinet médical. D'accord? Le risque également, cette fois-ci, la seule différence entre le stérilet hormonal et celui du cuivre, c'est le risque, les maladies hémorragiques. On a dit qu'il peut entraîner une augmentation du volume des règles, donc on ne doit pas le mettre chez une femme qui est par exemple sous traitement anticoagulant. D'accord? Sous Santran, le risque thromboembolique, infectieux, les femmes qui ont les cardiopathies, risque d'endocardite, à éviter également. C'est pour ça que votre interrogatoire doit être minutieux. L'examen clinique, un bon examen clinique, afin d'éviter de tomber dans ce genre de problème, pour ne pas faire de bêtises. C'est clair? Oui? Il ne tolère pas la réaction, le rejet, plus ou moins. Si quelqu'un peut répondre à votre collègue, elle vous dit que c'est un corps étranger. La réaction immunologique? Oui?
Quelqu'un nous répond? Comme le stérilet, c'est un corps étranger. Est-ce que quelqu'un peut répondre? À la question tag. Non? Alors, l'allergie. Également, vous allez rejoindre le dernier point. L'allergie au cuivre. Donc, à éviter. La maladie de... Où est la maladie? Le cuivre. Oui, à éviter. Donc, les allergies, lorsque vous avez une allergie à l'un des composants, il faut éviter de mettre le stérilet. Pour la même chose, vous parlez de corps étranger, pour les spermatozoïdes, lorsqu'ils rentrent dans le corps humain, dans le corps de la femme, c'est un corps étranger. Les phénomènes immunologiques. On va discuter ça la prochaine fois, d'accord? Avec beaucoup de détails. Essayez de préparer. Est-ce que le stérilet peut déclencher des phénomènes immunologiques? Oui ou non? Comme pour le sperme du mari. Donc, toujours méthode non hormonale. Le dernier recours, ce qu'on appelle les méthodes barrières. Oui? Actuellement, c'est débattu, d'accord? Mais les dernières recommandations disent que non, on peut prendre un anti-inflammatoire, il n'y a pas de souci, au long cours. L'interaction médicamenteuse, c'est surtout les femmes épileptiques qui sont sous antiépileptiques. Il y a une certaine interaction médicamenteuse avec les œstroprogestatifs. Vous devez me répondre sur ça également. Deuxième question. Traitement antiépileptique et œstroprogestatif. C'est très important chez la femme épileptique. Quelle est la contraception la plus appropriée pour la femme épileptique? C'est des cas particuliers, c'est vaste, c'est large, parce que chaque pathologie a ses particularités, d'accord? Par exemple, les cardiopathies, c'est pas la même chose pour toutes les cardiopathies. Il y a des cardiopathies où, par exemple, on peut mettre de la progestérone. Il y a des cardiopathies où toute méthode hormonale est contre-indiquée, d'accord? Donc c'est le cas par cas. C'est bien de se documenter. Mais les notions de base, vous devez les retenir. Méthode barrière. Vous avez préservatif, spermicide, diaphragme. Vous avez ces méthodes, généralement, sont utilisées si la femme ne veut pas prendre de pilule, ne veut pas mettre un stérilet, ni un implantant, elle désire des méthodes naturelles. D'accord? On va lui conseiller, par exemple, les préservatifs qui sont disponibles. Ils ont donc une efficacité également contre les IST, les infections sexuellement transmissibles, donc un double avantage. Cependant, l'indice de peur sera élevé, d'accord? Vous avez préservatif féminin et masculin. Vous avez spermicides. Les spermicides, c'est quoi? C'est des moyens chimiques. C'est des produits chimiques sous forme de crème ou d'ovule qui vont être placés au niveau du vagin, d'accord? Et ils vont constituer une barrière pour le passage des spermatozoïdes. Ils vont créer un milieu défavorable pour le passage des spermatozoïdes. Généralement, pour ces méthodes, vu leur efficacité, on peut dire qu'elle est médiocre, on associe par exemple deux méthodes. Par exemple, on va associer le préservatif plus les spermicides. Pourquoi? Pour augmenter l'efficacité. On peut faire ça. Le diaphragme, c'est un disque, d'accord? Le diaphragme, c'est quoi? C'est un disque souple en latex qui va épouser la forme donc du col. Du col de l'utérus. Il doit être mis en place 6 heures avant le rapport sexuel et on doit l'enlever 6 à 8 heures après. Bien sûr, on doit bien le laver parce qu'il y a un risque infectieux. D'accord, il doit être bien lavé et mis dans le talc. C'est une barrière mécanique. C'est une méthode qui est purement mécanique. Il va empêcher donc l'ascension des spermatozoïdes dans la cavité utérine. Contraception naturelle, vous avez également ce qu'on appelle le retrait ou bien le coït interrompu ou bien l'éjaculation externe. D'accord? Cette fois-ci, c'est le mari à la fin du rapport sexuel. Donc le mari ne va pas éjaculer dans le vagin, mais il va éjaculer à l'extérieur pour éviter le passage des spermatozoïdes dans la cavité utérine. Vous avez également ce qu'on appelle la courbe de température. Quel est l'intérêt de la courbe de température dans la prévention de la grossesse? Pour éviter la grossesse, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une particularité qu'on va observer sur la courbe de température. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y aura en période ovulatoire?
vous allez avoir ce qu'on appelle un décalage thermique. D'accord? Un décalage thermique, en quelque sorte, vous allez percevoir, vous allez savoir le moment de l'ovulation à travers la courbe thermique. D'accord? Vous allez essayer de deviner le moment de l'ovulation pour éviter les rapports sexuels au cours de cette période. Vous avez également la méthode d'oginoknos. L'oginoknos, c'est quoi? Vous la connaissez? Donc, vous allez prendre, par exemple, une femme X. Vous allez calculer la durée des cycles menstruels. Le cycle menstruel le plus court et le cycle menstruel le plus lent. D'accord? En fait, une remarque, pour toutes ces méthodes, il faut qu'il y ait donc un cycle régulier pour pour que cette méthode soit plus ou moins efficace. Donc, on va prendre, par exemple, le cycle le plus long, c'est de 32 jours. Et le cycle le plus court, il est de 27 jours. Vous allez prendre le premier jour, donc vous allez prendre 10. J'ai un problème avec le... Moi, j'aime bien dessiner sur le tableau. Vous allez prendre 10, le chiffre 10, plus longueur du cycle, écrivez 10, plus la longueur du cycle le plus court, moins 28. 10 plus la longueur du cycle le plus court, moins 28. Cette formule va donner le premier jour de la période à partir de laquelle on ne va pas faire de rapport. La méthode d'oginoknos, c'est quoi? On va éviter les rapports sexuels durant la période ovulatoire. Mais comment calculer? Par exemple, à partir de J12 à J15, J12 à J16, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à la femme la longueur de ses cycles menstruels. Elle vous dit, des fois j'ai un cycle à 28 jours, des fois à 27 jours. Vous allez prendre la valeur minimale, le cycle le plus court et le cycle le plus long. Par exemple, on va prendre 27 et 32. Donc 10 plus 27, ça fait 37 moins 28 égale 9. 9. Donc, à partir de J9, elle doit commencer l'abstinence, qu'on appelle l'abstinence sexuelle. Donc, pas de rapport. Le chiffre qui va suivre, qu'est-ce que vous allez faire? 17 plus la longueur du cycle le plus long, 17 plus la longueur du cycle le plus long, moins 28. Ça fait combien? Si on fait le compte avec 32. Comme le cycle le plus long, c'est 32. Non? Impossible. 17 plus 32, 17 plus 32 moins 28. 21. Donc, vous avez l'intervalle entre J9 et J21. Pas de rapport sexuel. Parce qu'il y a un risque de grossesse. Cette formule, elle est basée sur quoi? La durée de vie des spermatozoïdes, elle est de 4 à 5 jours. D'accord? Pour l'ovocyte, c'est combien de temps? 24 heures, très bien. Donc, c'est pour ça, et ce n'est pas une science exacte, toujours. Hein. Ce n'est pas une méthode qui est sûre à 100%. Mais on va essayer d'éviter les rapports au cours de cette période, ou bien d'utiliser, par exemple, les préservatifs et le retrait, les spermicides au cours de cette période. D'accord? Même si la femme désire faire un rapport au cours de cet intervalle, on va lui conseiller de mettre des préservatifs et des spermicides, par exemple. C'est clair? Oui? Vous allez l'interroger généralement sur une durée de 6 mois jusqu'à 1 année. Elle va vous dire, donc elle est déjà... Généralement, c'est les multipares qui utilisent ces méthodes. La même chose pour la dernière méthode, c'est le billing. C'est quoi? C'est l'observation de la glaire cervicale. Donc, elle va observer sa glaire. Dès qu'elle voit qu'il y a une glaire abondante, filante, d'accord, de quantité importante, elle va éviter le rapport sexuel. D'accord. Mais en général, elle ne va pas vous donner avec précision, mais par exemple les 3, les 6 derniers mois, donc la longueur du cycle. Mais ça sera toujours une méthode approximative. La seule méthode sûre à 100%, c'est celle qui bloque l'ovulation. D'accord. Blocage d'ovulation, pas de fécondation, pas de grossesse. C'est clair? On a terminé normalement. Il nous reste la contraception d'urgence. C'est quoi? Donc, la femme, elle n'était pas sous contraception et elle a fait de façon accidentelle un rapport dans la période ovulatoire qui est supposé fécondant. Elle ne désire pas tomber enceinte.
qu'est-ce que vous lui conseillez? Elle va vous consulter en urgence, elle vous dit, j'ai fait un rapport dans la période ovulatoire, je suis pas sous contraception et je ne veux pas tomber enceinte. On peut lui prescrire ce qu'on appelle la contraception d'urgence. Vous avez la plus connue, c'est le Norlevo, un comprimé qui doit être pris dans les 72 heures suivant le rapport supposé fécondant. Donc vous avez un intervalle de 72 heures. D'accord? Si elle a fait le rapport, par exemple, il y a 5 jours, c'est trop tard. Là, on va tomber dans les problèmes éthiques, religieux, parce que ce sera un avortement. D'accord? Il faut que la prise soit dans les 72 heures suivant le rapport. Vous pouvez mettre un stérilet également, ou bien donner de fortes doses de pilules œstroprogestatives. Vous lui donnez 2 comprimés d'œstroprogestatifs normaux dosés, c'est-à-dire fortement dosés, qui est fortement dosé en œstrogène, à renouveler après 12 heures. Donc elle prend 2 comprimés, 12 heures après, elle va prendre encore 2 comprimés, d'accord? Mais toujours dans l'intervalle des 72 heures. C'est clair? C'est bon? Des questions? Normalement, on a fait le tour de la question. On a parlé de toutes les méthodes et c'est à vous de faire le bon choix. Votre rôle, c'est de bien expliquer donc à la femme les différentes méthodes qu'elle peut utiliser et faire le bon choix. C'est bon? On peut partir? Oui? Les contraceptifs, normalement non. Lorsque vous avez un trouble du cycle, vous devez rechercher l'étiologie. Pourquoi elle a ces troubles du cycle? Vous demandez un bilan hormonal, la première des choses, FSH, LH, prolactine et bilan thyroïdien. Et vous devez rechercher une anomalie échographique, par exemple la présence d'un kyste ovarien ou la présence d'un fibrome. Pourquoi elle saigne? Pourquoi elle fait ces troubles du cycle? D'accord? Il ne faut pas traiter à l'aveugle, non. C'est faux. Tu vas utiliser peut-être l'œstroprogestatif pour bloquer le saignement, c'est tout. Mais c'est pas pour traiter l'anomalie du cycle. D'accord? Cette femme, par exemple, elle saigne sans arrêt. Tu veux, par exemple, la mettre tout d'abord au repos, puis l'explorer. Tu as fait ton échographie, tout est bon. Tu peux la mettre sous traitement, par exemple, œstroprogestatif, pour bloquer le saignement, attendre le cycle prochain et demander un bilan hormonal au 3e jour. Parce que le bilan hormonal doit être fait au 3e jour des règles. C'est clair? Mais ce n'est pas pour traiter. Il faut rechercher l'anomalie. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Bon courage.